Bienvenue dans ce live habituel du lundi. Et je vais vous annoncer le sujet du jour, mais en même temps que l'annonce Facebook. Donc je lance ça et vous saurez de quoi on parle ce soir. Et c'est parti. Bonjour Facebook. Je vous fais du coup cette petite vidéo là pour vous annoncer que je suis actuellement en direct sur la chaîne Twitch Histoire d'apprendre, dont le lien est dans la description de cette vidéo. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus pour nous rejoindre. Aujourd'hui, nous allons parler de la presse sous l'occupation. C'est une période très particulière pour la presse, à la fois sous l'aspect de la censure, évidemment, la censure qui est très forte. Il y a également le fait qu'il y a une ligne politique très claire qui s'impose et qu'une partie de la presse va collaborer, que ce soit pour survivre ou que ce soit par opinion politique. Mais de l'autre côté, il y a toute une presse clandestine de résistance qui se développe. Et donc, il y a ces deux aspects-là de la presse qui sont originaux à cette période-là, même si sur la censure, il y a eu également la censure pendant la Première Guerre mondiale, mais qui n'était pas aussi forte que celle qu'il y a eu pendant la Seconde Guerre mondiale, ni aussi totale. La presse, en tout cas dans une bonne partie de la France, était totalement sous contrôle de l'occupant, ce qui n'a été pas le cas pendant la Première Guerre mondiale. Et en même temps, une presse clandestine. Il y a eu des presses clandestines pendant la Première Guerre mondiale, mais c'est resté de très faible ampleur. C'est resté un phénomène assez marginal, alors que la presse clandestine pendant la Seconde Guerre mondiale était certes un phénomène marginal au début, mais elle s'est développée et à la fin s'attirait à 2 millions d'exemplaires. Donc c'était quelque chose d'assez global. Donc nous allons parler de ces deux aspects-là de la presse durant l'occupation sur notre chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à cliquer dessus, cliquez sur le lien, et je vais également vous mettre le lien en commentaire de la vidéo pour que vous puissiez également le trouver plus facilement et que vous puissiez ainsi nous rejoindre. La chaîne Twitch vous permettra de voir les illustrations en même temps que ma présentation et vous pourrez également commenter. Il vous suffit pour ça d'avoir un compte Twitch, donc n'hésitez pas à en créer un si vous n'en avez pas. Et vous pourrez ainsi aussi vous abonner à notre chaîne, comme ça vous serez notifié lorsqu'on fait des directs. Donc n'hésitez pas à venir, ça se passe là-bas. Et puis voilà, vous êtes tout à fait les bienvenus pour discuter de ce sujet. A tout de suite. Bon, et bien c'est parti pour la presse durant l'occupation. Alors déjà, il faut voir qu'avant l'occupation, il y a eu la période de la drôle de guerre, où il y avait déjà une certaine censure qui commençait à s'exercer, la censure de guerre, mais qui là a été sur un modèle assez proche, de la Première Guerre mondiale. Comme je l'ai dit, évidemment, on est en guerre, donc on contrôle un minimum les informations qui circulent. Là-dessus, c'est quelque chose qui se fait assez régulièrement. Voilà, c'était dans la même logique. Et également certains journaux qui avaient par contre été interdits, qui avaient été moins le cas pendant la Première Guerre mondiale, mais qui sera le cas cette fois-là, parce que c'est essentiellement la presse communiste en fait. Suite au pacte germano-soviétique, il y a la presse communiste qui est interdite. Parce que elle soutient le pacte germano-soviétique et donc une alliance avec l'allié allemand. Et globalement, ce qu'on observe pendant cette période-là de la drôle de guerre, c'est que la contrôle de la presse se fait plus envers la presse communiste qu'envers les presses d'extrême droite qui, pour certaines, ont pourtant des sympathies affichées avec les régimes, même si c'est plutôt les régimes fascistes italiens que le régime nazi, mais il y a parfois des sympathies, il y a des liens, comme on l'avait vu dans un autre direct, entre certains journaux et l'Allemagne. Donc on peut être étonné que ça ne soit pas visé. Et globalement, ce qu'on observe dans la presse de cette période-là, c'est qu'elle tape beaucoup plus fortement sur le Parti communiste, l'URSS et Staline que sur l'Allemagne et les nazis. Il y a une plus grande crainte affichée d'un ennemi intérieur qui au final pourtant n'est pas un ennemi intérieur actif. On a souvent dit qu'il y avait eu beaucoup de sabotage de la part des communistes, c'est faux en réalité. Il y a eu quelques actes de sabotage durant cette période-là, mais c'est vraiment très 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 isolé. Et dans les rares cas qui ont été repérés, il n'y a pas eu de lien avéré non plus avec une organisation, un phénomène organisé. C'était plus des phénomènes individuels. Donc, cette menace intérieure, au final, était loin d'être aussi importante que celle qu'on imaginait et qui ne méritait pas une telle attaque de la presse. Pourtant, c'est elle qui sera le plus attaquée, plus du coup que la menace extérieure du pays face auquel on est en guerre. Ça, c'est quand même assez particulier. On est en guerre contre un pays,
mais ce n'est pas du tout lui que l'on vise dans le cadre du conflit. Et c'est pas lui qu'on attaque dans la presse. Donc ça déjà c'est assez particulier. Alors il y a quelques attaques contre l'Allemagne évidemment, voilà, mais on observe que c'est pas la cible prioritaire de la presse de cette période-là, ni du bureau de propagande qui oriente plus du coup sur des attaques envers les communistes et l'URSS, Staline. Et ensuite on arrive en 1940 et la défaite. À ce moment-là, beaucoup de journaux fuient, beaucoup de journaux basés à Paris fuient devant l'avancée des troupes ennemies. Et donc Paris se retrouve déserté de beaucoup de journalistes qui vont pour beaucoup s'installer à Lyon, qui sera une ville assez centrale durant cette période-là pour la presse. Donc c'est un cœur d'activité journalistique. Donc à Lyon. Et ensuite, une fois la paix signée, enfin l'armistice signé, la France est divisée en deux zones. Et là, c'est assez important parce que en fonction des deux zones, il y aura quand même des différences dans la presse, la manière dont la presse va être traitée. En tout cas, pour ce qui est de la presse officielle. Il y a donc deux zones. Donc, vous voyez la carte actuellement sur l'écran. Normalement, vous voyez bien l'image du coup. Donc, vous voyez, démarcation entre une zone libre et une zone occupée, plus l'Alsace-Moselle qui est intégrée à l'Allemagne, et une zone d'occupation de commande militaire, du coup, pour le Nord-Pas-de-Calais. Et à ça, il faut rajouter les côtes qui sont en zone interdite, à partir de 1941, il me semble. Donc, il y a cet aspect-là, et donc dans cette zone-là, qui est directement sous occupation allemande, administrée par l'Allemagne, la presse est beaucoup plus contrôlée. Là-bas, globalement, il n'y a quasiment aucune marge de manœuvre pour la presse pour critiquer l'occupation. Le régime nazi, déjà, à la Propaganda Abteilung, je vous l'écris parce que avec mon accent allemand, j'ai pas du tout jamais fait d'allemand de ma vie, donc forcément voilà. Donc je vous mets en commentaire comment ça s'écrit. Donc ça c'était un des deux offices de propagande de l'Allemagne, en sachant que c'était pour Paris, en province occupée. Ça avait un autre nom, c'était la Propaganda aussi, mais Staffen. Voilà, je vous l'écris également. Donc c'était des organes qui avaient l'objectif, c'était de censurer tout ce que la presse écrivait, tout ce que la presse écrivait est passé par eux avant, et ils pouvaient censurer librement. Et ils contrôlaient aussi du coup l'approvisionnement en papier qui était beaucoup plus réduit dans cette période-là, et donc globalement l'occupant nazi décidait qui avait accès à du papier pour pouvoir imprimer ses journaux. Donc déjà par ce biais-là, et la quantité de papier également. Et donc par ce biais-là, il y avait une censure et un contrôle qui s'exerçait forcément. Si on réduisait la quantité de papier à un journal, et bien forcément, sa publication allait réduire. Et donc sa portée, son audience, et donc forcément, il était contrôlé ainsi. Il y avait ensuite l'ambassade, le service de l'ambassade du Reich qui était dirigé par Otto Abetz, que je vais vous mettre une photo de lui. Donc ça, c'était un dirigeant nazi qui était responsable du bureau de l'ambassade en France, donc qui faisait un peu le lien entre les autorités allemandes et les autorités françaises sur place. Enfin, les autorités, pas les autorités françaises, mais les institutions françaises, la police sur place. Voilà. Et donc aussi, du coup, avec la presse. Et lui, l'ambassade s'appuyait plus en fait sur des journalistes français pour les faire écrire des articles collaborationnistes. Donc il sélectionnait des journalistes soit proches des idées nazies, soit des journalistes juste opportunistes, qui étaient là pour les bons salaires, parce que globalement, l'Allemagne nazie subventionnait les journaux collaborationnistes, ce qui leur permettait de bien payer leurs journalistes. Donc ça a aidé à garder certains journalistes qui n'avaient pas forcément d'intérêt politique particulier, mais qui, pour l'argent, en fait, faisaient ce qu'on leur disait, quoi. Et ça aurait été complètement le contraire qu'on leur demandait d'écrire, ils l'auraient fait aussi. Ils faisaient ça juste parce que voilà, c'était à la fois parce que comme ça ils n'avaient pas de soucis pour leur sécurité, pas de soucis avec l'occupant, et ils étaient bien payés, ils étaient une situation confortable. Plus simple opportuniste. Ce qu'il y avait également dans la zone nord, c'est que pour pouvoir lancer un nouveau journal, il fallait également faire preuve de son arianité, entre guillemets, depuis au moins 3 générations. Donc voilà, c'est une certaine pureté de la race qui est demandée, comme en Allemagne nazie. Et voilà, oui, toute publication en zone nord est soumise à autorisation. Et du coup, certains journaux qui étaient nationaux avant ne vont publier qu'en zone sud. Et à ce moment-là, du coup, il y a les 4 grands journaux
Donc il y a le Petit Parisien, le Petit Journal, le matin, et je crois que l'autre c'est le soir, mais à chaque fois j'ai un doute sur le quatrième. En tout cas, il y a les 4 grands journaux de l'époque sont partis en zone sud pour publier à Lyon, du coup, pour publier que dans cette zone-là. Oh là, putain, 10 téléspectateurs, bienvenue, vous êtes 10, incroyable, c'est mon record, 10 personnes. Alors, bienvenue, n'hésitez pas à participer dans le partie chat, à envoyer un message pour poser des questions, faire des remarques sur ce que je dis. N'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, je serai ravi de discuter avec vous et d'échanger sur le sujet. Ensuite, il y a certains journaux qui vont revenir à Paris pour acceptant la politique de collaboration. C'est le cas de l'Illustration, de l'Œuvre et du Matin. Il y a également le cas de Paris Soir qui est un peu particulier parce que officiellement le Paris Soir va rester à Lyon, dans la zone sud, mais une partie de l'équipe de Paris Soir va retourner à Paris et va publier également un journal appelé Paris Soir sous le contrôle nazi, mais qui n'est pas le même que le Paris Soir qui est publié dans la zone sud. Donc là, c'est un cas un peu particulier. Ensuite, il y a également l'agence Inter-France qui va remplacer Havas, qui était l'ancêtre de l'AFP, qui va du coup se créer à la Libération, et qui est donc une agence de presse qui en fait fournit des informations à la presse. C'est une agence mais le nom ne revient plus. Mais oui, ce que fait l'AFP, ça envoie des dépêches d'informations que la presse peut reprendre et peut s'appuyer dessus pour faire ses articles. Sauf que là, du coup, c'est contrôlé par les nazis, donc la presse reçoit des informations contrôlées par les nazis. Radio Paris est également contrôlé, donc ça aussi c'est un élément important de la propagande allemande, et qui était accusé, du coup, il y avait cette petite chanson que notre prof, du coup, nous a rappelé ce matin, parce que ce live est un compte-rendu du cours de ce matin sur le sujet, où, du coup, sur Radio Londres, on accusait Radio Paris de mendre, on disait Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand. C'était un peu vrai parce que c'était complètement sous contrôle. Il y a également les actualités cinématographiques qui sont sous contrôle. Globalement, ça veut dire que, en fait, à l'époque, dans les cinémas, on diffusait avant les films des actualités, des informations. Il y avait des trucs qui étaient diffusés dedans, de la propagande. Ça pouvait être de la propagande ou juste de l'actualité. Et du coup, à ce moment-là, c'était de la propagande totalement contrôlée par le régime nazi. Il y avait également le Trust Ibelen, qui est un trust d'investissement dans la presse. C'était fait par des Allemands, des riches Allemands, soutien du régime nazi. Là, je vous l'ai également mis dans le chat pour que vous voyez l'écriture, l'orthographe du mot. Et qui va donc racheter des journaux français ou juste prendre des parts dedans. Il y a 50 titres qui sont concernés. Surtout, il y a à ce moment-là 350 titres au total publiés. Donc, on voit que ça concerne qu'une minorité, mais souvent les titres les plus importants. Dans les 350, il y a des titres qui ne touchent qu'un département et qui sont publiés genre qu'une fois par mois. Donc là, l'influence est plus faible. Il y a également le Petit Parisien. J'ai également une illustration du Petit Parisien. Alors j'ai trouvé ça, c'est une illustration de 1912 du Petit Parisien, qui était du coup un des 4 grands journaux de l'époque, et qui publie à nouveau, mais sous le contrôle de Doriot. Est-ce que c'est le journal du Parti populaire français, qui est un grand parti collaborationniste mené par Doriot, vous voyez là, qui est lui-même un collaborationniste actif, très très actif. Il y a également le journal Signal aussi, qui est un journal nazi, qui est publié en langue française, mais publié directement par l'Allemagne. C'est le journal officiel de l'Allemagne nazie en France. Donc voilà un exemple de une de Signal et du titre du journal. Donc ça a vanté les mérites de l'armée allemande. L'armée allemande était la meilleure, l'armée allemande est super, l'armée allemande traite bien le pays occupé. Voilà, c'était histoire d'assurer la popularité de l'occupant, enfin d'essayer. On verra plus tard l'efficacité ou pas de cet aspect-là. Et du coup, il y a des journalistes qui se vautrent complètement dans cette collaboration et parfois avec enthousiasme. Il y a par exemple le journal Au Pilori. Je dois avoir également une image de lui. C'est quoi comme image celui-là? Je sais plus. Donc ça c'est les zones. Et donc voilà, Au Pilori, qui est donc le journal. Vous voyez le titre. Alors l'image que j'ai trouvée là est malheureusement du coup appartient à Imago Image. Donc c'est un peu caché, mais vous voyez, démocratie égale juiverie. Les juifs, les azous, les balandarés, voilà les recrues pour la moisson. Voilà, c'est clairement antisémite. Et là, je sais pas, du coup, c'est caché, mais juif, où est
On ne sait pas, mais ça ne doit pas être très gentil. Hein. Donc, clairement, c'était un journal extrêmement violent dans son collaborationnisme et dans son antisémitisme. Ça frappait très violemment les Juifs. Et donc, forcément, les Allemands l'aimaient bien. Il va aussi également affirmer que la République s'était pourrie. C'est un journal qui s'est lancé dans l'été 1940, donc vraiment qui s'est lancé pour collaborer. Ensuite, on va passer en zone sud, où le contrôle est moins direct de l'Allemagne nazie et aussi moins serré également par le régime de Vichy. Donc c'est le régime de Vichy qui exerce le contrôle de manière moins stricte, même si voilà, il y a un contrôle qui existe, il y a des sanctions qui peuvent être prises, et les journaux sont examinés avant publication. Et globalement, donc, si le journal, il y a un passage du journal qui ne peut pas, il est recomposé pour correspondre à la censure. Donc là, c'est une censure qui est globalement invisible. Autant avant, dans le régime républicain, lorsqu'on censurait, c'était effacé. Il y avait du blanc, et du coup, ça se voyait, il manquait un article. Donc, la personne qui lisait le journal savait qu'un article avait été censuré. Il ne savait pas ce qu'il y avait dedans, mais il savait qu'il y avait eu censure. Donc, il y avait au moins cette honnêteté-là. Là, plus du tout. C'est invisible, on ne sait pas. Enfin, évidemment, les gens se doutent de la censure. La plupart des gens ne sont pas cons, mais tu ne peux pas voir s'il y a eu censure ou pas, à quel endroit, ni quand. Donc, c'est beaucoup plus perfide comme politique de censure que la censure, du coup, qui se faisait sous le régime républicain, dans la période de guerre. Les journaux, globalement, doivent être en faveur du maréchal Pétain. Ils ne sont pas obligés de publier une défense de l'idéologie du régime, de défendre la Révolution nationale, mais il ne faut pas qu'ils la critiquent et ils doivent dire du bien de Pétain. Mais ils peuvent être assez neutres, globalement, sur la politique du gouvernement tant qu'ils n'en disent pas de mal. Quoi. Donc c'est soit t'es pour, soit t'es neutre. Voilà. Certains journaux vont aller plus loin que juste accepter cette neutralité et soutenir activement le régime. Et globalement, le régime quand même considère que la presse doit être un auxiliaire du gouvernement. Et à partir de 1943, cette presse en zone sud va passer sous le contrôle plus important de l'Allemagne, puisqu'en novembre 1942, la ligne de démarcation est franchie par l'occupant et toute la France est occupée de manière quasiment officielle. À ce moment-là, du coup, il y a une partie de la presse qui va se saborder. Et en fait, cet élément-là va servir après la libération pour juger la presse si on la laisse continuer d'être publiée après ou si le journal est supprimé. Donc, globalement, si un journal a continué de publier après cette période-là, on considère qu'il a collaboré. S'il a choisi de se saborder, on considère qu'il a fait un acte de résistance, pas de résistance, mais qu'il a refusé, un acte de refus, de collaborer plus pleinement avec l'occupant. Mais il y a aussi du coup des journaux collaborationnistes qui se sont créés en zone sud. Il y a l'Effort qui est créé à Lyon. Donc Lyon, vous voyez vraiment Lyon que c'est une ville centrale pour la presse en général, qu'elle soit d'un bord ou de l'autre, on le verra après aussi. C'est créé par d'anciens socialistes ralliés à Vichy. Certains par l'idée de pacifisme, il faut ramener la paix en Europe et donc la paix ça passe par la paix avec l'Allemagne. Et d'autres juste par opportunisme. Dans le lot, on trouve le député maire d'Issoudun. Voilà, pas très loin de chez moi. D'ailleurs, le député maire de Châteauroux a aussi été un collaborationniste durant cette période. Donc voilà, l'Indre s'est bien illustré. Mais ce journal n'a pas rencontré un grand succès. Après, il y a quoi ? Il y a Green War aussi, qui est un journal antisémite qui était déjà existant avant-guerre et qui va poursuivre dans cette ligne antisémite après-guerre. J'ai envie de dire, c'est cohérent. On n'a pas de surprise de leur part. Hein. On va pas faire genre qu'on est étonné par cette attitude-là. De la part de Greenwald, déjà, rappelons, Greenwald en avait parlé, mais c'est le journal qui va pousser le ministre Salengro au suicide. En l'accusant d'avoir déserté à tort et en lançant c'est pas lui qui l'a lancé, mais en étant très actif dans une campagne de harcèlement envers lui, ministre du Front Populaire qui voulait dissoudre les ligues d'extrême droite. Et cette campagne de presse va se solder par son suicide, acte pour lequel Greenwald ne mettra aucun regret. Donc, on est clairement sur un journal bien ordurier, qui du coup, pas étonnant qu'après sous l'occupation, il ait choisi de collaborer. On est guère étonné par la chose. Et comme le journal Je suis partout aussi, qui était aussi bien d'extrême droite, qui va collaborer activement. On pourra en parler un peu plus après, parce que j'ai aussi pris des notes sur ce sujet. Donc, ensuite, tout ça c'est dans le cadre d'une guerre de l'information.
une guerre, en fait, on utilise l'information pour taper sur l'ennemi du régime allemand, le régime nazi, donc les alliés, les communistes et évidemment les juifs. Donc on voit quoi? On voit aussi un fort usage de l'image, tout ce qui est caricature. C'était présent dans Je suis partout et Green Wars. Globalement, la caricature, c'est vu vraiment comme une arme de guerre pour la presse. Ensuite, la propagande de Vichy, qu'est-ce qu'elle met en avant? L'idée de révolution nationale, l'idée que les hommes politiques d'avant, ils ont fait plein d'erreurs, et ceux qui étaient hommes politiques avant et qui sont désormais dans le régime de Vichy font une sorte de mea culpa. On dit que la République était pourrie. Il y a également aussi l'interdiction de l'usage du terme de gouvernement de Vichy, parce que globalement, on considère que, du régime du point de vue de Vichy, il n'y a qu'un seul gouvernement français, c'est le gouvernement de Laval, dirigé par Pétain, avec un nom Laval, un gouvernement de Vichy, du coup, c'est le seul gouvernement français. Et donc, dire gouvernement de Vichy, c'est sous-entendre qu'il existe un autre gouvernement français. Et ça, pour l'occupant allemand, pour que ce soit pour l'occupant ou pour le régime de Vichy, c'est inacceptable. Il ne faut pas le dire. Donc, on n'a pas le droit de dire régime de Vichy, on doit dire... il ne faut pas dire gouvernement de Vichy, il faut dire gouvernement français. C'est tout. Ensuite, il y a le journal Le Centre qui va être actif dans la collaboration. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, je vous avais parlé tout à l'heure du fait qu'il y avait un rationnement de matériel. Il y avait... alors, en 1938, il y a eu 315 millions de tonnes de matières premières utilisées par la presse. En 1940, ce n'est plus que 138 millions. Donc on voit, il y a une division quasiment par 3 de la quantité de matières premières, donc encre, papier, métaux pour tout ce qui est faire fonctionner les presses. Donc, beaucoup moins de matériel. Et en 1943, on est à 65 millions, donc on a encore divisé par 2. Donc, clairement, la presse a beaucoup moins de matières premières pour travailler, et donc, elle est obligée de quémander, en fait, pour avoir ce matériel. On peut ensuite se poser la question de l'impact sur l'opinion publique de cette presse collaborationniste. Au final, cet impact est faible. Clairement, il est faible, puisqu'en fait, surtout en zone nord, en zone sud, il est peut-être un peu plus important parce qu'il y a encore la popularité de Pétain qui aide, mais en zone nord, on est tout à fait conscient que la presse est sous contrôle allemand. On le sait. Et en fait, même si les journaux peuvent avoir des ventes assez importantes, par exemple Je suis partout, qui va être vendu, monté à 300 000 exemplaires, les gens qui achètent souvent, en fait, c'est surtout pour avoir les informations pratiques. Genre, par exemple, les informations sur les tickets de rationnement et trucs comme ça. C'est des informations pratiques dont les gens ont besoin. Mais l'information qui est dans le journal, on n'y fait pas confiance. On la lit soit on la lit pas du tout, soit on la lit en sachant qu'on ment. On essaye à partir des mensonges donnés, on essaye d'en connaître une vérité. Mais on n'y fait pas confiance. Et en plus, dans les diffusions qui sont importantes, il faut savoir qu'une partie est donnée gratuitement aussi, parce que le régime nazi subventionne pour qu'ils puissent avoir des journaux donnés gratuitement pour toucher la population et les pousser à essayer de s'abonner, ce qui ne marchera pas énormément. Le seul élément de propagande qui arrivera un peu à fonctionner sur l'opinion publique, évidemment, je fais des généralités, forcément il y avait des gens qui étaient atteints, des gens qui y croyaient, ou des gens qui de toute façon soutenaient les idées du régime nazi, donc voilà. Mais dans la majorité, le seul élément qui arrivait vraiment un peu à toucher l'opinion, c'était les bombardements alliés. Il y avait des bombardements alliés en France, parce que voilà, c'est la guerre, hein, et il y avait des victimes civiles. Et ça pouvait choquer un peu plus l'opinion publique, même si il y avait quand même une bonne partie de l'opinion publique qui avait conscience que c'était la guerre et qu'on n'avait pas beaucoup de choix. Globalement, dans les réseaux de résistance, on considérait que ces bombardements étaient un mal nécessaire. Ensuite, de l'autre côté, il y a la presse clandestine qui va résister, avec beaucoup de mal au début, parce qu'il faut imprimer clandestinement, sans avoir du matériel. Il faut trouver du papier. C'est compliqué. Souvent, ça part d'initiatives individuelles, sur du papier de mauvaise qualité, parfois ils sont écrits à la main. On écrit le journal à la main, donc vous imaginez bien que dans ce cas-là, on ne peut pas en diffuser énormément, que souvent c'est une seule page, hein, c'est pas un journal qu'on feuillette, non, il y a une page recto verso. Voilà, c'est les premières initiatives, c'est vraiment embryonnaire, c'est minime. Et parfois, c'est juste, ça va être publié 2 fois, puis c'est tout. Ou ça va être publié 3 fois en 3 mois, puis publié 6 mois plus tard, puis 8 mois plus tard, puis à nouveau régulièrement. Vous voyez, c'est vraiment... Il n'y a pas la régularité des journaux d'aujourd'hui. En tout cas, au début.
Et donc au final, malgré les 1350 journaux publiés de manière clandestine, il y en a qu'une minorité qui ont été des titres pérennes et qui ont vraiment touché beaucoup de monde. Mais à partir de 1942, elle va s'organiser un peu plus en réseau. Beaucoup à Lyon, là aussi, c'est une sorte de capitale de la résistance. Jean Moulin va y être arrêté d'ailleurs. C'est l'endroit où beaucoup de journalistes étaient réfugiés, et donc certains qui vont lancer leur activité clandestine de presse de là. Il y a également du coup le bureau d'information de presse qui est créé par Jean Moulin et qui est une sorte d'AFP clandestine. Comme je vous l'ai dit, l'AFP sert à recueillir des informations, et donc là ça sert à recueillir les informations du coup pas comme Inter-France favorable au régime nazi, mais au contraire contre le régime nazi. Donc ça passait par du coup des contacts avec les alliés qui leur fournissaient des informations, écoute de radio. Toutes les radios étrangères qu'on pouvait réussir à capter en France étaient écoutées. Il y avait des gens qui parlaient différentes langues pour les entendre et essayer d'en tirer le maximum d'informations. Et tout ça a été ensuite centralisé et distribué aux alliés. Enfin aux journaux, pas aux alliés, mais dire aux journaux. Parfois il y avait des informations qui pouvaient être aussi remontées aux alliés, puisqu'on obtenait des informations clandestines qui pouvaient être utiles. Mais globalement, en fait, c'était diffusé aux journaux clandestins et à tous les journaux clandestins. En fait, il faisait assez peu de différence entre le journal clandestin de telle branche politique ou d'une autre. Non. On est solidaire entre journaux. On ne fait pas de distinction, et c'était pareil pour ceux qui les diffusaient. Une personne qui diffusait un journal, à la base, certes, s'était engagée auprès d'un journal, mais quand il recevait un autre journal clandestin, il le distribuait tout autant. On ne faisait pas la fine bouche. En 1943, les différents réseaux de presse clandestines sont également unifiés, donc on est vraiment c'est à la fois une procédure de mieux organiser la résistance et de l'unifier. Et comment les résistants se fournissent pour leurs journaux? Ça a lieu, cet équipement se fait parfois, on va dans un magasin qui vend du papier et de l'encre et on se sert de force. Voilà. Parfois, on se sert de force officiellement, mais le vendeur coopère tout à fait parce qu'il est de notre côté, mais il n'a pas le droit de nous donner, donc il vaut mieux faire semblant d'avoir pris de force pour qu'il n'ait pas de souci lui de son côté. Voilà. Et puis parfois, c'est un commerçant qui soit s'en fout de la question de la résistance et du coup, on est quand même obligé de lui prendre de force, soit c'est complètement un collabo, et dans ce cas-là, on a encore moins de soucis pour lui prendre de force. Il y a également certains journaux autorisés qui vont détourner une partie du matériel qu'ils reçoivent officiellement pour publier pour les journaux clandestins et qui vont parfois laisser les journaux clandestins utiliser leur matériel et leur imprimante pour sortir leurs journaux. Il y a par exemple Témoignage chrétien qui va permettre au journal Combat d'être publié dans ses locaux. Donc vous voyez, parfois il y a des journaux qui officiellement acceptent d'être peut-être publier des journaux collaborationnistes officiellement, mais pour pouvoir aider les réseaux clandestins à côté. Donc là aussi, ça va jouer à la libération sur le fait de pouvoir continuer de publier ou pas. Les journalistes utilisaient des pseudos, évidemment, parce qu'il ne fallait pas se faire... tu n'as pas signé ton nom à ce moment-là, c'est clair. Et souvent, ce n'était pas du tout signé. Ensuite, il y a la question du transport. De la presse. De cette presse, comment cette presse est envoyée ensuite une fois qu'elle est publiée. Ça peut passer par le train et la poste, avec la complicité de cheminots et de postiers résistants. Il y en a quand même un certain nombre, donc ça a aidé. C'était envoyé du coup à une adresse qui avait été déterminée à l'avance, mais qui n'était pas directement en lien avec la résistance. Un résistant ensuite venait le récupérer et le distribuer. C'était quelque chose de très risqué, évidemment. Si tu te faisais prendre, t'étais quick. Ce qu'on faisait souvent, c'est qu'on les laissait sur des bancs, ou alors discrètement sous le manteau. Allez, tiens, j'ai un peu de journal, tiens, prends. Voilà, et puis parfois on en donnait quelques-uns à un ami qui allait lui-même en distribuer, tu vois, ça, c'était un peu comme ça. Il y avait également des organisations qui étaient spécialisées là-dedans, par exemple les Volontaires de la Liberté, qui étaient des lycéens qui distribuaient leurs journaux, soit dans la rue, soit dans leur lycée. Donc vous voyez, même des jeunes lycéens s'étaient engagés et formaient des réseaux, évidemment, ils n'étaient pas non plus hyper nombreux. De toute façon, globalement, tous les réseaux de résistants n'avaient pas des effectifs énormes pendant longtemps. Il y avait également des journaux clandestins qui étaient parachutés sur le territoire français. Souvent des journaux qui étaient publiés à Londres ou publiés par les États-Unis une fois que ceux-ci étaient entrés en guerre. Ces pays-là éditaient des journaux en langue française
qui étaient parachutés pour que les gens puissent les recevoir. Quand on parachutait ça sur un village, les gens allaient récupérer le journal avant que les autorités allemandes aient pu le saisir. Évidemment, toute cette période-là, c'était compliqué. Financièrement, ces journaux avaient beaucoup de mal à s'équiper. C'était financé par les membres du réseau, soit pas aussi, du coup, comme on l'a vu, par des journaux amis comme Témoignages chrétiens. Excusez-moi, des témoignages chrétiens en plus. lapsus qui peut être marrant, mais là en plus ils faisaient un truc de bien, donc je ne voulais pas les insulter. Témoignages chrétiens, excusez-moi. J'ai vraiment pas fait exprès, désolé. Vraiment désolé aux chrétiens. Vraiment désolé. Donc témoignages chrétiens, c'est ça de parler trop vite, qui a du coup aidé le journal Réseau de résistance combat. Des subventions privées de certaines personnes assez riches, mais qui ne soutenaient pas le régime de Vichy ni l'occupant allemand, qui du coup donnaient aux journalistes, enfin aux journaux clandestins. Il y avait ensuite les Alliés finalement qui donnaient aussi des financements, les Alliés qui aussi fournissaient des informations par Radio Londres également. Radio Londres, du coup, c'était une émission de la BBC qui s'adressait aux Français. Globalement, la BBC a émis en différentes langues pour toucher différentes populations de pays occupés. Durant cette période-là, De Gaulle en fait va aussi utiliser les financements anglais pour soutenir les journaux et en fait obtenir également leur soutien. Parce que les journaux clandestins n'étaient pas forcément tous pro De Gaulle, loin de là. Il y avait une certaine méfiance envers De Gaulle. Et donc en fait, ils cherchaient à se rapprocher d'eux et apparaître vraiment comme celui qui les faisait vivre pour avoir leur soutien. Tous ces journaux-là devaient évidemment du coup s'appuyer sur des réseaux de résistance parce que sans ça, ils ne pouvaient pas être diffusés. Et ils auront au final une influence sur l'opinion publique qui sera plus importante que la presse collaborationniste parce qu'on leur fait plus confiance. On sait que l'information qui est dedans est de meilleure, plus fiable en tout cas, plus proche de la vérité. Donc ils vont globalement avoir un impact plus grand. L'occupant va vraiment chercher à les combattre, donc évidemment on imagine bien tout ce qui est recherche. Oui, joli lapsus, mais pas du tout volontaire. Autant ça peut m'arriver de le faire volontairement dans le cadre de l'humour, mais là c'était pas du tout voulu, Brian, pas du tout. Là voilà, comme je disais, là les chrétiens faisaient, ce journal chrétien faisait quelque chose de bien, donc ça serait pas le moment d'insulter. J'ai vraiment pas fait esprit. Donc, je disais, oui, l'occupant, donc forcément, il y a la Gestapo qui pourchasse les journalistes et les distributeurs. Ils sont arrêtés, interrogés, torturés, exécutés. Il y a des fouilles, tout ça. Mais il y a également parfois où l'occupant allemand fait des faux journaux, genre un faux Humanité, qui est diffusé, mais un faux Humanité qui ressemble à l'Humanité, qui, par contre, défend l'Allemagne nazie. Et dans le même temps, les résistants faisaient aussi des faux journaux des copies des journaux collaborationnistes, mais avec un discours anti-allemand. Les Belges l'avaient fait aussi avec le Soir, du coup c'était le faux Soir qu'ils avaient publié. Et du coup en France ça a été fait avec un autre journal, mais le nom m'échappe, je l'ai pas noté et je l'ai plus en tête. Mais en tout cas en France ça s'est fait aussi. Il y a un journal collaborationniste qui a été copié. Et en fait, les résistants, on l'a distribué à la place du vrai journal. Il a été saisi, ce vrai journal collaborationniste, il a mis les faux numéros anti-allemands, anti-collaboration. Et en kiosque, c'est ce qui est arrivé, les gens l'ont lu. Et forcément, ils ont été assez surpris. Et globalement, l'occupant était furieux de la situation. Les journaux de résistance étaient assez libres, globalement, mais pas totalement, il y avait quand même des aspects qu'on leur demandait de ne pas traiter. Alors certes, on avait moins de moyens de contrôler ce qu'ils allaient publier, mais c'était assez appliqué. Par exemple, les dissensions au sein de la résistance n'étaient pas évoquées. Les mauvaises nouvelles pour les Alliés, on était de trop en parler. Voilà, globalement, on essayait quand même d'afficher un beau jour de la résistance et des Alliés. On évitait de parler des sujets qui fâchent parce qu'il fallait montrer un front uni face à l'ennemi nazi. Cette presse va aussi lancer des campagnes de presse symboliques. Par exemple, le signe V de victoire de Churchill. Il y aura une campagne en fait lancée par Radio Londres et par la presse clandestine de faire afficher des V un peu partout. Et donc en fait, il y aura des gens qui vont peindre des V dans la rue la nuit, des tags, des gens qui vont faire des affiches avec des V qui vont être collés. Et donc voilà, ça va être joué symboliquement dans l'opinion publique. Et cette presse qui s'est structurée va, en 1944, elle avait un tirage de 2 millions d'exemplaires. Donc c'était quand même quelque chose qui était plus du tout au niveau embryonnaire de ce qu'il y avait au tout début. On n'est clairement pas plus sur le même niveau.
Donc ça, c'est pour la presse de résistance. Ensuite, il y a l'exemple du coup de Je suis partout pour la presse collaborationniste, dont on avait un peu parlé en cours, qui était un journal qui a été lancé en 1930, qui est proche de Charles Maurras, même s'il disait que politiquement elle était neutre, mais il va de plus en plus afficher une ligne politique très à droite et antisémite et finir complètement par être un journal de collaboration. Et ses sympathies pour l'extrême droite et le fascisme étaient déjà visibles. En 1932, il a publié un article encensant Mussolini. Pas Hitler, parce que Hitler a le défaut d'être allemand, ce qui reste quand même assez mal vu par l'extrême droite française de l'époque. Mais par contre, Mussolini, ça, pas de souci. L'Italie, c'était une ancienne alliée. Et donc c'est un journal dans lequel on trouvait Brasillac, on trouvait également Cousteau. Pas le commandant Cousteau, mais son frère. Il y avait aussi Rebatté. Par contre, bon, des sympathies pour le fascisme, mais pas avec une ligne politique claire. En fait, pour eux, c'était plus un esprit, le fascisme, une idée d'une action révolutionnaire nationale et une critique de la démocratie parlementaire. Mais pas, ça prenait pas un système bien précis. Comme au final, en fait, le fascisme à ses débuts n'avait pas une structure idéologique très solide. Ça s'est développé progressivement. C'est un journal qui utilise le dessin, la caricature. Et globalement, l'antisémitisme va s'y développer en 1936 en critiquant Blum et le Front populaire. Blum était juif, donc juif et de dos de gauche, forcément il fallait l'attaquer et utiliser les attaques antisémites. Ils sont favorables comme globalement à un pouvoir fort, avec l'idée qu'il faut redresser la France avec un homme providentiel, une sorte de nouveau Napoléon, qu'ont pu incarner par avant Général Boulanger, qu'incarnait à ce moment-là Pétain, et que De Gaulle, dans une version quand même moins dur et moins d'extrême droite, a incarné, du coup De Gaulle a incarné également par la suite. Ils connaissent un certain succès puisqu'ils vont atteindre 100 000 exemplaires alors qu'ils n'étaient qu'à 46 000 avant 1936. Et ensuite, il y a le début de la guerre pour eux, où c'est une période de plutôt anti-germanique. Ils vont critiquer l'Allemagne tout en disant qu'il faut quand même chercher à faire la paix parce que, attention, la guerre, voilà, c'est pas bien. Et c'est dangereux parce qu'il y a les communistes qui peuvent en profiter. Par contre, une fois la défaite, ils vont cesser de paraître un moment, puisque, comme je vous l'ai dit, la presse était interdite, il fallait des autorisations, donc entre juillet 1940 et février 1941, et vont être publiés à ce moment-là, du coup, en étant complètement un journal pro-collaboration, antisémite, en disant qu'il faut la grande amitié franco-allemande. Et ça va être un des principaux hebdomadaires parisiens de l'époque, en sachant qu'il n'y avait pas beaucoup de concurrence sur ce créneau. Et après la guerre, il sera évidemment condamné. Enfin, ses membres seront condamnés, il y aura des procès et le journal sera interdit. Donc voilà, c'est un peu le compte rendu de ce qu'on a vu en cours ce matin. Si vous avez des questions sur le sujet, éventuellement, je peux essayer d'y répondre à partir de ce que je me rappelle également du cours et de mes connaissances personnelles. Et voilà. Et sinon, en termes de sources, alors il y a sur la presse en général, il y a le Que sais-je, Histoire de la presse de Pierre Albert que j'ai, qui est assez intéressant, même si c'est un petit livret, donc ça ne rentre pas dans tous les détails, mais ça trace comme une histoire globale de l'évolution de la presse en France, mais aussi un peu ailleurs. Il y a des petits points du coup sur les autres pays. Et ensuite, sur le sujet de la presse pendant l'occupation, il y a un article que je vais vous mettre le lien également. Écrire sous l'occupation. Je vais vous mettre le lien. Et évidemment, c'est des sujets qui pourront faire l'objet par la suite de vidéos dédiées, surtout en fait des vidéos. Je pense que sur ce sujet-là, il y aura une vidéo sur la presse collaborationniste et une vidéo sur la presse résistance qui pourront se faire un jour. Je ne vous donne pas de date, mais un jour, ça pourra se faire. Et à ce moment-là, évidemment, il y aura plus de recherches et toutes les sources en description comme d'habitude. Donc je ne sais pas si vous avez des questions sur le sujet. Ah oui, j'avais oublié une image, bon c'est pas grave. C'était juste une image de Jean Moulin quand j'en parlais, donc je vais quand même le mettre, voilà, mais je pense que vous savez à quoi ressemble Jean Moulin, si j'arrive à la mettre. Hop, voilà. Donc voilà, si vous avez des questions, j'y répondrai. Et sinon, je couperai le live. N'hésitez pas aussi du coup à venir samedi pour le live jeu vidéo sur Among Us, normalement, s'il n'y a pas de changement de programme. Samedi, du coup, pareil, à 21h.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme je peux vous annoncer? Et samedi prochain, normalement, du coup, aussi une autre vidéo. Vidéo du samedi, du coup. Et cette fois, on va continuer de parler de l'histoire du Parti communiste français. Cette fois, on va enfin avancer un peu dans le temps, parce qu'on a fait surtout une présentation pour l'instant de comment le PCF s'est fondé, de qu'est-ce qu'il était à sa fondation. Et là, enfin, on avance dans le temps, et on va aller jusqu'en 1934, qui est en fait, du coup, la fin de la période de classe contre classe, période durant laquelle le PCF refusait toute alliance avec la SFIO et les radicaux. À partir de 1934, ce sera par contre le processus de Front populaire. Donc voilà, c'est une période particulière de l'histoire du Parti communiste et on va voir par quoi ça se manifestait, pourquoi cette politique-là et quelles conséquences ça avait. Donc ça, c'est ce samedi. Samedi suivant, on pourra parler à nouveau on va rester en contemporaine. Beaucoup de contemporaine en ce moment-là, dans cette période. Parce qu'en même temps, c'est la période où j'ai les cours de contemporaine et c'est ma période préférée. Donc évidemment, je vous en parle beaucoup. Voilà. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, je couperai le live. Et du coup, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Twitch, à vous abonner également à notre chaîne YouTube, Histoire d'apprendre. Et vous pouvez également, du coup, il y a notre page Facebook, Histoire d'apprendre également. C'est simple, même non partout, ça aide. Voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et du coup, samedi prochain. Bye bye. Quoi que ce soit, avant de bye bye, je vais peut-être juste jeter un coup d'œil sur qui est en live. Est-ce qu'il y a des gens cool en live en ce moment chez qui je peux vous envoyer en raid? Parce que j'y pense rarement, mais c'est toujours bien en fait. Ça permet d'aider une personne. Alors même si à mon échelle, le niveau d'aide est minime, hein, je reste un tout petit streamer. Même si voilà, il y a un peu de monde aujourd'hui. Il y a plus de monde que d'habitude, donc ça fait plaisir. Alors que dans les gens que je suis, il y a Jean Massier. Ça, j'ai le son, là. Jean Massier, qu'est-ce qu'il fait Jean Massier aujourd'hui? Jean Massier d'Acropolis qui parle la loi. Il parle du coup de l'étude à l'Assemblée nationale de la loi climat, je suppose. Il parle de politique en fait. Il parle de l'actualité politique. C'est ça, c'est débat à l'Assemblée nationale sur la loi climat. Donc il est en train de commenter ça. Donc je vais vous envoyer vers lui. Ça peut être toujours intéressant à suivre. Actuellement, il y a Mathilde Panot de la France Insoumise qui parle. Donc voilà, si vous voulez suivre un peu l'actualité politique, ça peut toujours être sympa. Donc je vous envoie en raid chez lui. Alors évidemment, il est bien plus gros que moi et donc ça ne change pas grand-chose. Mais bon, voilà, j'essaye de prendre l'habitude. Ça peut toujours être sympathique pour les outils de streaming. Voilà. Pour les... non, c'est pas ça. Merde. Gestionnaire de stream. Voilà. Que je retrouve comment on fait. Comme je vous dis, alors modifier les infos du stream, non. Lancer un raid, c'est où lancer un raid? Voilà, c'est ça. Bon, j'ai tellement pas l'habitude de le faire que je ne sais même plus comment on fait. Hein. Voilà, ça montre un peu le niveau. Donc voilà, on va y ça chez Jean Massier. Lui, il y a 3000 personnes, on est 4. C'est pas le même niveau, mais lancez un raid. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Bisous à tous. Et puis n'hésitez pas à dire bonjour à Jean Massier de la part d'Histoire d'apprendre. Il saura pas qui c'est, mais c'est toujours ça.